Bonjour Monsieur Perrault. Bonjour. Vous êtes président de la Ligue de football de la Martinique depuis de nombreuses années. Quel bilan peut-on tirer de la dernière saison? Et puis nous sommes aussi à mi-saison. Qu'est-ce qu'on peut en tirer pour le moment? Alors de la saison qui s'est écoulée, il y a eu des faits marquants, notamment la participation de plusieurs de nos élites, aussi bien nos élites jeunes que nos élites seniors, nos élites jeunes garçons et filles, nos élites seniors garçons et filles. Effectivement, la chose la plus marquante a été la participation de notre sélection de Martinique, les Martininos, à la Gold Cup, qui est une compétition phare de notre confédération, de notre environnement caribéen et américain. Et puis nous avons eu effectivement plusieurs activités de nos élites jeunes, nos filles de 14 ans, nos jeunes garçons de 15 ans. Et puis l'activité presque courante avec les grands rendez-vous qu'on a pu avoir concernant les compétitions habituelles, le championnat, avec un champion de qualité exceptionnel, le Golden Lion, et puis les autres compétitions que nous avons, notamment en lien avec nos amis de la Guadeloupe, de la Guyane et de Saint-Martin. Cela suppose un vaste vivier de joueurs. Combien à peu près de joueurs Martinique? Alors, depuis de nombreuses années, l'effectif de licenciés tourne autour de 10 000. Alors, ça fluctue selon les années. On peut avoir un petit peu plus, 11 000, 10 000. On est à un plateau de 10 000 licenciés environ. Alors, il faut bien comprendre que sur ces 10 000 licenciés, il y a évidemment une grande majorité de joueurs et de joueuses. Mais il y a également les dirigeants, les autres acteurs du football. Et on peut, si on doit faire un camembert un peu à la louche, sur ces 10 000 licenciés, il y a à peu près 6 000 jeunes. Ce qu'on appelle les jeunes, ce sont les catégories d'âge en dessous de 20 ans. Et puis on a évidemment les seniors hommes, les seniors femmes, et puis, vous l'avez dit, les autres acteurs du football martiniquais. Et pour combien de clubs à peu près? On comprenant le futsal peut-être aussi? Oui, comprenant le futsal, on peut dire qu'il y a, on va dire, environ 70 clubs. Alors il y a des clubs qui sont en sommeil, il n'y en a pas beaucoup, heureusement, mais on compte environ 70 à 80 clubs, en sachant que dans ce qu'on appelle le football traditionnel, le football à 11 traditionnel, on a une soixantaine de clubs. Et le reste, ce sont des clubs de futsal, des clubs de football entreprise, et puis des clubs qui, pour certains, n'ont qu'une seule activité, en l'occurrence parfois pour certains, des activités uniquement de jeunes. Je pense aujourd'hui à l'effort du Mont-Nevers, par exemple, qui n'a une pratique que de jeunes. C'est peut-être lié à des questions démographiques, on pourrait revenir aussi. Tout à l'heure. C'est pour l'avenir aussi. C'est pour l'avenir et c'est une réalité démographique pour certains de nos clubs de très grande périphérie où effectivement il n'y a plus la disponibilité et les effectifs suffisants pour parfois armer, entre guillemets, une catégorie de seniors. Alors, mis à part les jeunes surclassés, quel est l'âge moyen des joueurs en R1 et R2? Alors je n'ai pas les chiffres précis. Ce qu'on peut dire de manière un petit peu large, c'est qu'il y a effectivement un rajeunissement assez significatif de ceux qui arrivent en football senior, en R1, en R2 et en R3. Alors dans le même temps, je ne sais pas si on doit dire heureusement ou malheureusement, il y a aussi un certain nombre de joueurs, et ça on l'a constaté depuis plusieurs années, une certaine longévité de certains joueurs qui, pour certains, dépassent la quarantaine. Mais bon, je pense qu'on se trouve dans une moyenne assez habituelle en termes de ratio national sur la moyenne d'âge des joueurs pratiquants au niveau senior. Est-ce que la Coupe du monde de football, tant pour les hommes que pour les femmes, n'a pas emmené de nouvelles vocations? Surtout que j'ai vu que maintenant, le football féminin se développe énormément. Alors, pour le football, on va dire masculin, les choses sont contrastées. Pourquoi? Parce que nous sortons, et ça tout le monde le sait, d'une période extrêmement difficile, cette crise sanitaire qui a frappé les sociétés nationales et internationales, mais qui a frappé peut-être un peu plus durement nos sociétés antillo-guyanaises notamment.
Donc nous sommes en phase on va dire, de reconstruction et réappropriation des effectifs de licenciés, puisque nous étions avant la crise sanitaire sur une courbe ascendante assez significative. Puis effectivement, il y a eu ce coup d'arrêt. On a pu chuter d'ailleurs à un certain moment de la pandémie jusqu'à 5 000, 6 000 licenciés. Et puis là, on retrouve une vitesse de croisière. Donc on ne peut pas mesurer véritablement l'impact notamment de cette exceptionnelle Coupe du Monde 2022 avec ce parcours exceptionnel de l'équipe de France. On pourra peut-être regarder ça de plus près dans les années qui viennent. Alors, ça m'invite à vous poser la question. Comment voyez-vous l'avenir du foot à la Martinique? Oui, alors, moi j'essaie d'être assez objectif, parce que, évidemment, dirigeant d'une discipline sportive ne dira pas de mal de sa discipline. Maintenant, en prenant des éléments, j'allais dire, factuels et très objectifs, on peut estimer que, s'agissant des résultats sportifs, voilà, c'est j'allais dire, un marqueur qui ne souffre d'aucune contestation. La Martinique, pour ce qui concerne son élite senior, nos Matininos, a été présente dans toutes les grandes compétitions CONCACAF de ces dernières années. Nous avons participé à 4 Gold Cup consécutives. Nous avons aujourd'hui un classement en termes d'équipe de la CONCACAF. Nous sommes parmi les 10 meilleures nations football de la CONCACAF. Nous sommes dans ce qu'on appelle l'élite de la CONCACAF National League. C'est la compétition permanente de la CONCACAF. Donc avec les très grosses pointures, on a vu ces derniers temps les équipes qu'on a eu à affronter. Donc ça, c'est un élément. Si on peut peut-être se comparer à nos amis des autres ligues antillo-guyanaises, on est un petit peu leader de la matière. Si on prend le marqueur du football féminin et des élites du football féminin, effectivement l'actualité récente a montré que là aussi on a des résultats assez intéressants puisqu'on arrive à se frotter aux plus grandes nations de la CONCACAF. Alors d'autres marqueurs peuvent être pris. Je parlais des effectifs de licenciés. Au sortir d'une crise sanitaire aussi importante, maintenir ce palier de 10 000 licenciés, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et je vais même plus loin. Je dirais que relativement à la baisse démographique, relativement aux difficultés sociétales, économiques que rencontre, j'allais dire, le mouvement associatif en Martinique en général, se maintenir à ce niveau de participants, d'acteurs, c'est relativement être en progression. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, et on le répète assez souvent, que la Martinique perd des habitants, et en particulier perd des jeunes. Donc perd comment dirais-je, une population justement qui est concernée par la pratique sportive à un certain niveau. Alors beaucoup d'autres marqueurs, beaucoup d'autres critères pourraient être pris pour mesurer un petit peu la santé, entre guillemets, du football martiniquais. Moi, je dis que malgré les difficultés, et en cela, il faut féliciter les dirigeants bénévoles. Ce sont des femmes et des hommes qui se battent au quotidien, qui parfois investissent, qui souvent investissent de leur temps, investissent parfois de leur santé, et voire même de leurs économies, pour effectivement faire fonctionner des associations sportives dans un contexte social et économique qui est extrêmement difficile. Est-ce que la Ligue n'a pas un rôle à jouer pour essayer de garder ces jeunes en Martinique? On parle d'un niveau de travail, mais il y a beaucoup de possibilités de respect. Complètement. Et j'en viens au rôle de la Ligue. Quel est le rôle de la Ligue dans le football en Martinique? Alors, deux questions très, très intéressantes. Alors, le rôle de toute Ligue, c'est d'abord être un centre de gestion. Donc ici, nous sommes dans la maison du football, qui est une référence en termes j'allais dire, de l'organisation et de pilotage de la pratique. Quand je dis une référence, c'est une référence bâtimentaire. Elle a été payée complètement. Alors c'est un patrimoine
qui appartient au football martiniquais depuis très longtemps. C'est une fierté d'ailleurs d'être dans des locaux, c'est pas donné à toutes les disciplines, d'être dans des locaux qui nous appartiennent. C'est un terrain et une maison qui aujourd'hui sont estimés globalement à près de 2 millions d'euros. Donc c'est quelque chose qui garantit une certaine solidité et pérennité à l'association. Maintenant, un centre de gestion dont l'essence première est de faire fonctionner le football, la pratique compétitive, j'allais dire le quotidien du football, mais on va plus loin que ça, puisque nous avons une dimension effectivement sociétale. Il y a 2 ans, nous avons initié un dispositif unique, j'ai envie de dire, en France et outre-mer. Vous avez dû entendre parler du dispositif Insert Foot. Il s'agissait de quoi? Il s'agissait de mettre au travail, même plus qu'au travail, de mettre dans une dynamique de formation et d'insertion professionnelle des 14 jeunes martiniquaises et martiniquais, footballeuses et footballeurs, qui pendant 1 an ont pu à la fois avoir un perfectionnement sportif et également être remis en selle pour certains, apprendre un métier pour d'autres. Et aujourd'hui, plus de la moitié de ces jeunes sont insérés professionnellement dans la vie sociétale martiniquaise. Donc c'est un exemple de ce qu'on fait, j'allais dire, au-delà de la question et de la chose sportive. On dit souvent que le football c'est un spectacle qui est offert au public, mais on a remarqué depuis de nombreuses années qu'il y a une diminution des spectateurs. Est-ce qu'il y a des solutions pour y remédier? Est-ce que le football ne subit pas la concurrence des autres disciplines comme le futsal, qui fait partie du football, mais je pense plutôt au handball et au basket? Oui, vous avez en partie répondu à la question. C'est vrai qu'on est dans un environnement concurrentiel par d'autres disciplines. C'est sûr qu'il y a 40 ans, 50 ans, il n'y avait quasiment que le football. Aujourd'hui, il y a d'autres pratiques. Il y a des pratiques sportives et de loisirs émergents. Il y a les autres disciplines qui se débrouillent pas mal, qui sont frappées comme nous par d'autres concurrences. En l'occurrence, la concurrence audiovisuelle du samedi au dimanche. Nous sommes abreuvés de ce qui se fait de mieux dans le football national et international. Aujourd'hui, certains ne regardent même plus Marseille-Guingamp, mais vont regarder Atlético de Madrid contre le Real, le derby. Donc ça, c'est une réalité. Il y a aussi le fait qu'il y a d'autres offres de loisirs avec un pouvoir d'achat, on le sait. C'est pas de faire de la politique de le dire, c'est une réalité. Le pouvoir d'achat n'est plus ce qu'il était et une famille doit faire des choix entre peut-être aller voir un film, aller au restaurant ou bien aller voir le match de foot en famille. Donc moi j'ai presque envie de dire l'essentiel déjà c'est de maintenir ceux qui viennent. Et puis effectivement continuer à travailler sur sur des projets d'attractivité pour faire en sorte de capter d'autres publics, un public plus jeune, c'est le cas aujourd'hui. Lorsqu'on voit le public qui fréquente les supporters, je vais citer, parce que je tiens à les saluer, 2 clubs. La Samaritaine, c'est connu. Le franciscain aussi, c'est connu. Il y a quand même un engouement autour de ces 2 clubs. Mais il y a 2 clubs qui sont vraiment en émergence en matière d'attractivité des supporters, c'est l'US Diamantinois, absolument, et l'Espoir de Sainte-Luce, qu'on entend plus CM, ils sont revenus, Espoir de Sainte-Luce. Donc c'est un bon exemple. Et puis, vous l'avez dit, le futsal est en pleine expansion, c'est vraiment une activité qui est en pratique exponentielle. Malgré pas les désagréments, mais malgré les difficultés. On sait que ça concerne une population non seulement jeune, mais une population qu'on peut qualifier parfois d'issue des quartiers. C'est pas péjoratif ce que je dis, mais on sait aussi que lorsque des jeunes, malgré les difficultés, je le souligne, font quelque chose de bien, il faut le souligner et il faut les accompagner dans des pratiques positives. Pour les Martininos, on a vu que vous avez fait appel à des joueurs qui évoluent en métropole. Mais il y a quelques années, on avait beaucoup de joueurs qui étaient formés chez nous et qui atteignaient l'élite du football français. Depuis quelques années, on voit plus ce phénomène-là. Et est-ce qu'il n'y a pas un problème de formation ou bien est-ce que nos jeunes ne sont pas assez aguerris pour être formés en Martinique et pouvoir atteindre le haut niveau? Alors la réponse se situe à 2 niveaux. Le premier, c'est qu'effectivement, on ne peut pas
former des joueurs d'exception sans avoir les moyens. Alors, ce n'est pas seulement des moyens financiers, mais c'est également des moyens financiers. Mais pour qu'un jeune puisse être formé, en particulier avec les capacités intrinsèques que nous avons aux Antilles-Guyane, il faut effectivement des éducateurs de qualité qui soient formés. Nous souffrons depuis plusieurs années de cursus de formation pour nos éducateurs, de cursus de formation de haut niveau pour nos éducateurs. Pourquoi? Parce que les formations se font en France, avec des durées qui sont longues, avec des coûts qui sont importants. Nous sommes à l'écart de ces processus de formation, même si les choses commencent à être prises en considération par la Fédération française. Il faut également des équipements de qualité. Aujourd'hui, c'est difficile d'avoir des terrains de bonne qualité pour assurer une bonne formation depuis les écoles de foot jusqu'aux filières d'excellence. C'est également la possibilité pour nos jeunes d'être plus facilement repérés, d'avoir plus facilement des périodes d'immersion dans des centres de formation, même s'ils ne sont pas encore recrutés. C'est un premier niveau de réponse. Le deuxième niveau, c'est qu'aujourd'hui, en France, on va dire hexagonale, tout ce que je viens de citer en termes de déficit pour la Martinique et les Antilles-Guyane, c'est ce qu'il y a de mieux en France. Avec des équipements de qualité, avec des éducateurs de grande qualité. D'ailleurs, la France, le football français exporte ses entraîneurs à l'étranger. Et c'est également, et c'est l'une des réponses, une poussée des jeunes issus de l'immigration de l'Afrique subsaharienne et de la Nord-Afrique, et également, bien sûr, de deuxième, troisième et quatrième génération des Antillais. Donc tout ça fait que il y a peu de place, effectivement, pour l'émergence, comme ça se faisait auparavant, de nos jeunes. Mais nous continuons, parce que des efforts sont faits, à avoir des jeunes qui émergent au niveau, alors peut-être pas encore pour l'instant en équipe de France, mais qui émergent et qui commencent à signer au niveau professionnel. Et d'ailleurs, vous avez, pour assurer la transition sur votre question, vous avez cité le fait que nous faisons effectivement venir des joueurs professionnels, aussi bien chez les filles que chez les garçons, pour renforcer nos équipes et pour pouvoir être plus compétitifs dans ces compétitions de très haut niveau que nous disputons. Et donc les Matininos qui ont eu ce très beau parcours en Gold Cup sont renforcés, c'est vrai, par des joueurs qu'on peut qualifier de la diaspora, hein, mais également de joueurs qui ont été formés au départ ici. Je vais prendre le cas du gardien Clémentia, qui est un joueur qui a commencé ici et qui aujourd'hui est un joueur professionnel qui joue à Caen, hein, qui est le deuxième gardien de Caen. Nous avons le jeune Burner, qui a été formé ici, enfin en tout cas un jeune en école de football, qui est parti à l'âge de 13 ou 14 ans et qui aujourd'hui est footballeur professionnel. Nous avons voilà, d'autres joueurs Non, faire venir les joueurs, on entend souvent ça. On entend souvent ça, que ça coûte cher de faire venir les joueurs pro. Non, ça coûte, et moi je le dis très haut et fort, ça coûte peut-être moins cher de faire venir un joueur pro, parce qu'il n'y a rien à payer. C'est la libération du joueur par son club professionnel. Et bon, c'est le coût de billet, mais c'est comme le coût de billet pour aller jouer en déplacement. Et encore, avec les partenariats que nous avons, c'est quelque chose qui, en tout cas, n'impacte pas de manière significative les budgets. On ne va pas revenir sur l'arbitrage, parce que c'est un sujet assez délicat. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir un autre jour. Alors, une dernière question. À quand un tournoi international de jeunes, comme il y a quelques années, je suis sur nostalgie de ces tournois de jeunes, on veut venir des équipes d'Europe. Ouais, c'est vrai. Bon, après, on a, j'allais dire, une feuille de route en matière d'organisation d'événementiel qui est assez lourde. Il y a effectivement aujourd'hui des tournois qui sont organisés sous la responsabilité des 3 ligues. Notamment, nous avons organisé des tournois interligues, enfin un tournoi interligue pour les féminines, les clubs féminins. Il y a un tournoi des clubs champions qui sera organisé pour les 15 ans, c'est en Guyane, je crois, et pour les 17 ans en Guadeloupe, avec l'idée, effectivement, à chaque fois, pour compléter le carré, en fait, d'essayer de faire venir une équipe étrangère. Maintenant, il y a Saint-Martin aussi qui frappe à la porte.
Et donc, Saint-Martin constitue un petit peu carré, mais tout est une question de financement. Ah, bon, parce que souvent, nous n'aimons pas faire des tours internationaux. Bon, peut-être qu'ici, non. Bon, je pense qu'on a fait un peu de tour, sauf sur l'arbitrage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, je vous remercie pour votre réception. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur notre Vous dire que TV Grand Monde est un Tigran Monde TV. Tigran TV? Tigran Monde TV est une initiative très intéressante. Hein. On connaît aussi cette réalité martiniquaise, hein, avec une population, je ne dis pas de vieux, une population d'anciens qui est importante et avec des gens qui ont encore des choses à dire et qui ont peut-être encore à accompagner cette jeunesse montante. Donc, les félicitations de la Ligue, au nom de la Ligue de football, de vous dire de continuer ce travail auprès de la société martiniquaise. Je vous remercie. Et sur le football, peut-être qu'on sera présent un jour sur le football aussi. Hein? Avec plaisir. Il y a un certain nombre d'opérateurs qui viennent et qui sont les bienvenus, effectivement, pour faire la promotion de l'activité, toujours dans l'intérêt supérieur du football et dans l'intérêt de notre pays Martinique. Merci. Bon match, bon foot.